Vous utilisez des facultés mentales que tout le monde possède. Ce sont exactement les mêmes facultés qu'ont utilisées Copernic, Bouddha et Morse, comme mentionné précédemment. Vous avez peut-être pris l'habitude de penser que des individus comme ceux-là sont d'une certaine manière différents de vous et moi. Cependant, je veux que vous compreniez que la seule différence entre vous et eux, ou toute autre personne, réside dans leur apparence et leur réalisation. Nous vivons tous dans des corps physiques différents, et chacun de nous utilise ses facultés mentales inhérentes de manière unique. Mais notre structure fondamentale est essentiellement identique. Je suis bien conscient que de nombreux professeurs et autres professionnels pourraient rejeter ce que je viens de dire comme étant absurde. Mais de tels sceptiques ont toujours existé, et à mon avis, ils sont étroits d'esprit. Cependant, tous les grands leaders sont entièrement d'accord avec l'idée que vous êtes sur un pied d'égalité avec les grandes personnes du passé et du présent. Même Jésus, lorsqu'il accomplissait son grand œuvre il y a plus de 2000 ans, essayait de faire comprendre au monde que vous êtes également capable de réaliser ce qu'il a fait. En fait, il est allé plus loin en déclarant « Vous êtes capable de faire des choses encore plus grandes ». Croyez-le car il disait la vérité. Les esprits étroits pourraient prétendre que ce n'est pas ce qu'il voulait dire, mais je vous assure que c'est précisément ce que Jésus avait l'intention de transmettre. Si vous pouvez l'imaginer et y croire, vous pouvez le réaliser. Napoleon Hill a consacré presque toute sa vie à étudier 500 des plus grands accomplisseurs du monde, et l'essence de ses recherches exhaustives est capturée dans son ouvrage phare « Réfléchissez et devenez riche ». Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Bien que peu de gens adoptent cette idée, ceux qui le font en font l'expérience par eux-mêmes. Pourquoi ne pas en faire l'expérience vous-même dès maintenant? Construisez simplement l'image de la prospérité dans votre esprit et observez ce qui se passe. Rappelez-vous, peu importe à quel point les choses deviennent difficiles, vous devez continuer à maintenir la vision de la prospérité personnelle. Vous pouvez rencontrer une série de circonstances qui pourraient, pendant un certain temps, presque vous convaincre que vous reculez, mais la persévérance est la clé. Continuez à maintenir l'image de la prospérité personnelle et comprenez que ce qui vous arrive est essentiel pour vous préparer à recevoir le bien que vous désirez, la persévérance. Napoleon Hill a consacré tout un chapitre à la persévérance dans Réfléchissez et devenez riche. Dans ce chapitre, il déclare « Il se peut que le mot persévérance n'ait aucune connotation héroïque, mais le caractère est pour la qualité d'un homme ce que le carbone est pour l'acier. » Il a également noté ailleurs dans le même chapitre que la seule chose qui séparait Thomas Edison ou Henry Ford du reste du monde était la persévérance. Ces deux hommes avaient une vision, et ils ont refusé de laisser quiconque ou quoi que ce soit les dissuader. Ils étaient persévérants. L'un a illuminé le monde, l'autre a mis le monde sur des roues. Tous deux, bien sûr, ont été richement récompensés. Dans un chapitre précédent, nous avons expliqué que l'argent est une récompense pour un service rendu. Ces hommes ont rendu un service immense à des millions de personnes, et leurs récompenses étaient proportionnelles au service rendu. Alors, construisez votre image de prospérité et soyez persévérants. La façon dont votre image se matérialisera vous sera révélée. La persévérance paie toujours. Il y a plusieurs années, mon ami et partenaire d'affaires, John Canary, et moi-même avons discuté du chapitre de Hill sur la persévérance. Nous avons tous deux reconnu l'importance de cette qualité et la nécessité de l'avoir
si l'on veut atteindre un objectif digne. Après un certain temps, et approchant de la fin de notre discussion, nous avons chacun convenu de lire le chapitre sur la persévérance une fois par jour, pendant 30 jours. Je n'ai même pas besoin de demander à John si cet exercice l'a aidé. Je sais que c'est le cas, et cela m'a certainement été bénéfique à de nombreuses occasions. Il y a une histoire intéressante sur John Canary qui est tout à fait appropriée à partager ici, car elle illustre à la fois le pouvoir de l'imagination et de la persévérance. Bien que je connaissais John depuis quelques années et que j'avais discuté avec lui à de nombreuses reprises, je ne le connaissais certainement pas aussi intimement que maintenant. Il est important de noter cela, car je vais y revenir sous peu. L'incident que je vais décrire a eu lieu en 1971. À l'époque, je vivais à Chicago et je venais de terminer une conférence à Edmonton, en Alberta. Lorsque je suis retourné dans ma chambre, il y avait un message me demandant de rappeler John Canary à Belleville, en Ontario, au Canada. J'ai rappelé, et après quelques minutes de bavardage, John m'a expliqué l'importance de me rencontrer, car il avait quelque chose à discuter qu'il préférait ne pas aborder par téléphone. Je lui ai demandé d'attendre pendant que je vérifiais mon agenda. Comme on dit, il était très chargé. J'étais incroyablement occupé, avec des séminaires ou des conférences presque tous les jours, dans différentes villes d'Amérique du Nord. Je lui ai expliqué cela en lui disant que même si j'aimerais le rencontrer, je n'étais pas sûr de quand je pourrais. Cependant, John était persévérant, alors j'ai dit « Écoutez, je quitte Edmonton pour Chicago ce soir à minuit. Pour arriver à Chicago, je dois passer par Toronto, où j'arriverai à 7h du matin. Je devrais changer de terminal et je partirai du deuxième terminal 1h50 plus tard. Je serai heureux de parler avec vous à ce moment-là, même si je ne peux pas promettre d'être très alerte après avoir volé toute la nuit. Il est également important de mentionner que John devait se lever suffisamment tôt pour parcourir les 200 km de Belleville à Toronto pour arriver à 7h du matin. Tout ce que John a dit, c'est « j'y serai ». Le lendemain matin, je me suis assis dans le café de l'aéroport pendant que John expliquait comment il voulait faire ce que je faisais, animer des séminaires. Il a également expliqué qu'il était prêt à payer le prix, quel qu'il soit. En l'écoutant, c'était comme entendre une chanson populaire à la radio. Vous l'entendez encore et encore. Dans presque tous les séminaires que j'anime, quelqu'un veut faire ce que je fais. Je l'ai entendu à Biloxi, dans le Mississippi, à Butte, dans le Montana, à Los Angeles, New York, Moncton et Montréal. C'était un refrain familier. Et maintenant, me voilà à Toronto avec un ami qui, comme je l'ai mentionné plus tôt, je ne connaissais pas très bien, me demandant ce qu'il devait faire. En l'écoutant, les mêmes images défilaient dans mon esprit. Je me rappelais tous les voyages, la peur de se lever et de parler dans de grandes salles d'hôtel, remplies de personnes qui voulaient être inspirées, mais qui vous examinaient également mentalement, en se demandant « Est-ce que ce type sait de quoi il parle ?» Dans de nombreuses situations, comme les conventions de vente, vous aviez 40 minutes du début à la fin pour établir un rapport avec quelques centaines d'inconnus et les enthousiasmer à propos d'eux-mêmes. Les années à rester debout tardent à lire et à étudier. Les années à apprendre en assistant à des séminaires à travers le continent. Les années à travailler pour presque rien, pour se préparer à maintenir l'attention d'un groupe toute la journée dans un séminaire. Ce sont les images qui défilaient dans mon esprit. Il m'avait fallu 11 ans pour en arriver là. Mais comment dire « non, vous ne le ferez jamais » quand quelqu'un comme John vous le demande
surtout quand l'essence de ce que vous enseignez est que vous pouvez tout faire. Cependant, comment pouvez-vous dire « oui » alors que presque tout le monde que vous connaissez, à l'exception de 2 ou 3 autres, ne peut pas gagner sa vie dans le domaine de la prise de parole en public, à moins d'être une célébrité. Et c'est une toute autre histoire. Quand John a fini, je lui ai dit ce que j'avais dit aux autres. Oui, vous pouvez le faire, mais c'est difficile. Comprenez cela, John. C'est difficile. Vous devrez faire une immense quantité d'études parce que vous ne devez pas seulement savoir quoi dire, mais aussi répondre à des milliers de questions qui découlent de ce que vous dites. Certaines de ces questions viendront de professionnels, médecins, ingénieurs, avocats, qui savent souvent de quoi ils parlent. Donc, vous devez non seulement avoir raison, mais aussi être confiant. Sinon vous serez discrédité devant votre public. Et cela n'a besoin de se produire que quelques fois pour que vous soyez hors de l'affaire. Vous devez non seulement étudier ces idées, mais vous devez également les utiliser. Sinon il n'y aura aucune conviction dans vos discours. Sans parler du fait que vous serez une contradiction ambulante à ce que vous enseignez. Il est presque impossible, par exemple, pour une personne malade, d'enseigner la santé. Vous devez développer un sens du spectacle et le contrôle de la voix, et la liste continue. En bref, John, pour chaque personne qui réussit, 1 millier échoue misérablement. D'habitude, lorsqu'on explique cela, la personne dit qu'elle veut toujours continuer, mais vous ne la revoyez plus jamais. John n'a pas fait exception à un certain niveau. Il voulait toujours continuer. Cependant, à tous les autres égards, il était une exception. Je l'ai revu. Je lui ai dit quoi lire et faire, et il l'a lu et l'a fait. John a lu des centaines de livres. Il les a dévorés. Il les a enregistrés sur des cassettes et les écoutait dans sa voiture. À ses propres frais, il m'a suivi à travers tout le pays, assistant à des centaines de séminaires. Il a écrit des milliers de pages de notes et les a étudiées avec diligence. Finalement, je l'ai fait ouvrir et fermer des séminaires. Puis il a animé lui-même une partie d'un séminaire. Au début, il était rempli de peur, trempé de nervosité. Parfois, il était tellement préoccupé par ce que pensait le public qu'il oubliait tout ce qu'il savait. Et comme vous le savez, le public peut être sévère. Mais malgré tout cela, il a persévéré. Gardez à l'esprit que cela lui coûtait de l'argent. Il n'était pas payé. John Canary avait construit une image de lui-même en train de faire ce que je faisais. Et il n'a pas abandonné. Il était persévérant. Et cela a fonctionné. Cela a toujours fonctionné et fonctionnera toujours. Aujourd'hui, il a gagné le respect de nombreuses grandes entreprises dans le monde. Il a parlé dans presque toutes les grandes villes d'Amérique du Nord. Il a également gagné plus en une journée qu'il ne gagnait en une année lorsque je l'ai rencontré pour la première fois. Alors, si quelqu'un avec de nombreux diplômes vous dit que l'imagerie et la persévérance ne fonctionnent pas, regardez simplement John Canary et demandez-lui. Il vous dira « Je sais que vous pouvez le faire parce que je l'ai fait ». Philip Nakola, un ministre à Santa Ana, en Californie, a prêché une idée similaire dans un sermon que j'ai eu la chance d'entendre lorsque je vivais là-bas. Il a dit « Gardez votre esprit sur une image plus élevée plutôt que sur une préoccupation inférieure. Je me rends compte que ce n'est pas toujours facile, mais cela rapporte certainement de grands dividendes pour ceux qui développent la force mentale pour le faire. Et c'est ce qu'il faut, la force mentale. Construisez votre image maintenant et développez la force mentale pour la maintenir. Il y a quelques années, avant la mort de Napoleon Hill, Earl Nightingale a condensé et narré « Réfléchissez et devenez riche sur un disque longue durée ».
À la fin du disque, M. Hill intervient pour conclure. Il a dit « Et maintenant, alors que je tends la main de l'amitié à travers le temps et l'espace, permettez-moi de vous rappeler de ne pas chercher l'opportunité dans le lointain, mais de la saisir là où vous êtes. » Watt a dit « Cette matière pensante imprègne et pénètre tout l'univers. » Ils transmettent tous les deux le même message. Alors, construisez votre image maintenant, là où vous êtes. N'attendez même pas d'avoir fini ce livre. Construisez-la maintenant et laissez les pages restantes de ce livre renforcer l'image. Vous n'avez même pas besoin d'essayer. Laissez simplement l'image d'un vous plus prospère émerger au centre de votre conscience. Elle est déjà là. Alors, laissez-la se manifester. Depuis de nombreuses années, je suis profondément conscient du pouvoir qui vous traverse pour accomplir du bien dans votre vie lorsque vous maintenez la bonne image dans votre esprit. Et cette grande vérité a été responsable de nombreuses choses merveilleuses dans ma propre vie. De plus, j'ai été témoin de nombreux exemples de ce qu'une image appropriée peut accomplir dans la vie des autres. Je serais négligent si je concluais ce chapitre sans partager l'histoire de Paul Hutsey avec vous. Tout a commencé lorsque j'ai reçu un appel de Charlie Beck, le vice-président des ventes pour le bureau principal du sud-ouest de la Prudential Insurance Company of America, à Houston, au Texas. Il m'a invité à parler lors des conférences commerciales régionales de l'entreprise à Toronto, au Canada. Il a expliqué qu'ils avaient 4 régions différentes, chacune venant pour 3 jours à la conférence, ce qui signifie qu'ils voulaient que je travaille à Toronto pendant environ 12 jours. Bien que je vivais à Los Angeles à l'époque, Toronto était ma ville natale, là où j'ai grandi. Ma famille et mes amis y vivaient, alors naturellement, l'idée me plaisait. Mais j'ai demandé à Charlie combien de temps je pouvais avoir sur le programme, et il a dit « Environ 1 heure ». Il est utile de mentionner que je n'ai pas encore appris comment enseigner beaucoup à quelqu'un en 1 heure, et je lui ai dit. J'ai expliqué que s'il me donnait 2 matinées sur le programme, avec chaque région, je viendrais volontiers et ferais le travail pour lui. Je voulais 2h30 chaque matin. L'accent du sud de Charlie a été interrompu par un rire profond, alors qu'il expliquait qu'il n'avait jamais fait quelque chose comme ça dans les 100 ans d'histoire de l'entreprise. Tous leurs dirigeants devaient participer au programme, donc ils ne donnaient jamais autant de temps à qui que ce soit. Cependant, je suis resté ferme. Je lui ai donné les noms de quelques autres vice-présidents de son entreprise avec qui j'avais travaillé et je lui ai suggéré de les appeler pour déterminer si mon idée avait du mérite. Lorsque j'ai raccroché le téléphone, je l'ai fait avec une certaine réticence car je voulais vraiment le poste. Je dois admettre que j'ai été surpris lorsqu'un des aides de Charlie a rappelé pour dire qu'ils allaient le faire. Il m'a également dit qu'il ne savait pas comment j'avais convaincu Charlie, mais j'avais obtenu 2 matinées sur le programme. J'ai décidé à ce moment-là que j'allais laisser ces gens avec quelque chose de spécial. Et s'ils choisissaient de l'utiliser, ils pourraient littéralement changer leur vie du jour au lendemain. Sans parler de ce que cela ferait pour leurs chiffres de vente. J'allais parler du pouvoir d'une image, ou plus précisément, du pouvoir d'une image de soi et des avantages de maintenir une image positive. À la fin du programme pour l'une des régions, un monsieur m'a approché et m'a dit qu'il était impératif qu'il me parle. Il a dit qu'il avait un problème et il pensait que j'avais la solution parce qu'il était impressionné par les idées que j'avais présentées pendant le séminaire. Il y avait environ 200 personnes à chacune de ces conventions et je lui ai expliqué que de nombreuses personnes voulaient me parler,
mais que je n'avais pas le temps de parler à tout le monde individuellement, car je n'étais qu'une seule personne. J'ai également mentionné que j'avais un autre rendez-vous et que je devais partir immédiatement pour être à l'heure. Cependant, il était persévérant, alors j'ai accepté de le rencontrer le lendemain matin dans le café pour le petit déjeuner. Je me souviens de notre rencontre comme si c'était hier. Nous nous sommes assis juste à l'intérieur de la porte du café de l'hôtel Hyatt House sur Avenue Road. Dès que nous nous sommes assis, il a commencé à parler. Il m'a dit qu'il devait partager certaines choses sur lui-même pour que je puisse comprendre son problème. Il a dit qu'il ne voulait pas sembler se vanter, mais qu'il était nécessaire pour moi d'avoir ce contexte. Il a commencé par me dire qu'il était un homme bon, et je le savais déjà rien qu'en le regardant. Je pouvais le sentir à propos de lui. Il a ensuite expliqué qu'il travaillait pour Prudential depuis plus de 20 ans, qu'il avait été en gestion pendant tout sauf 2 de ces années, et il a conclu en disant « Je suis un bon gestionnaire ». Il a ajouté qu'il avait un bon dossier, de bonnes personnes, et qu'il était respecté par les cadres de l'entreprise. Juste à ce moment-là, Charlie Beck et Dick Merrill, le vice-président senior de Houston, sont entrés. Ils sont venus à notre table, ont félicité Paul pour son année réussie, ont échangé quelques mots, puis sont allés à leur propre table. Paul et moi avons repris notre conversation. Il a dit « Il pensait ce qu'il disait. Je savais que c'était vrai. Ce n'était pas de la flatterie. C'était un compliment sincère, bien mérité de la part de ses cadres supérieurs. Enfin, il a dit « Maintenant, c'est mon problème. Je dirige un bureau de district à Wichita, au Kansas. Sur plus de 500 bureaux que Prudential a, notre bureau se classe au 175e rang. Maintenant, a-t-il dit, ce n'est pas mal, rien dont on doive avoir honte. Et ce n'était pas le cas, c'était une position honorable. Il a ensuite dit, mon problème c'est que je sais que nous sommes assez bons pour être dans le top 100, et nous ne le sommes pas. Chaque année, je vise cela, mais je n'y parviens jamais. À ce moment-là, j'ai compris la cause du problème de Paul Hutzi. Je lui ai expliqué qu'il laissait la feuille de vente dicter l'image qu'il gardait dans son esprit. Il se voyait être au 175e rang, et il s'efforçait d'entrer dans le top 100. Il travaillait dur, collaborait avec son équipe, et comme il l'avait mentionné, il avait de bonnes personnes. J'ai montré à Paul qu'il était essentiel de se voir dans le top 100, quelle que soit la feuille de vente. En d'autres termes, il devait agir comme s'il était déjà dans le top 100. Il devait devenir mentalement ce qu'il voulait être sur le plan physique. Il devait également apprendre à communiquer cette idée à l'ensemble de son personnel. Soudain, j'ai vu les lumières s'allumer dans l'esprit de Paul. Nous avons discuté un peu plus longtemps, et j'ai expliqué autant que je pouvais sur l'esprit, comment il fonctionne, et en particulier le pouvoir de maintenir la bonne image dans son esprit. Paul m'a remercié pour le temps que je lui avais accordé et est retourné à Wichita, au Kansas. Alors que sa région quittait le Hyatt House, une autre arrivait. Mais un jour, ou 2 plus tard, j'ai reçu un appel de Wichita, au Kansas. C'était Paul Hutzi. Il voulait savoir où je tiendrais des séminaires après les conférences. Je lui ai dit que je serais dans le sud de l'Illinois pour le bureau principal du Midwest de Prudential. Il m'a alors demandé s'il pouvait se joindre à moi et voyager avec moi pendant 2 ou 3 jours. Je lui ai expliqué que j'avais déjà conclu un accord avec Charlie Beck pour faire toute une série de séminaires pour le bureau principal du Sud-Ouest, et l'un des sites choisis était la ville de Paul, Wichita, au Kansas.
Cependant, comme nous n'étions pas censés y être avant au moins 6 semaines, il a expliqué qu'il voulait me rejoindre immédiatement. Alors, à ses propres frais, il a volé sur environ 960 km pour passer 3 jours avec moi. Nous avons voyagé ensemble de Litchfield, dans l'Illinois, à LaSalle, dans l'Illinois. Nous avons passé des heures à discuter en conduisant d'une ville à l'autre, et il s'est assis dans le séminaire, prenant des notes abondantes toute la journée. Le soir, nous passions encore plus d'heures à discuter. Enfin, Paul est se retourné à Wichita et a commencé à appliquer ses idées. Plus précisément, il a travaillé avec la bonne image et en conséquence, les ventes ont commencé à grimper. Pour une raison quelconque, les supérieurs de Paul ont décidé de le déplacer de Wichita, où il était depuis plusieurs années, à Pittsburgh, au Kansas, où le bureau de district était classé au 163e rang. Cela ne semblait pas être une récompense appropriée pour tous ses efforts au nom de l'entreprise. Cependant, Paul a accepté le déménagement comme un défi et seulement 6 mois chaque année, Prudential reconnaît les 52 meilleurs districts, ce qui représente les 10% les plus performants, en leur décernant une citation. Le district de Pittsburgh n'avait pas reçu de citation depuis 9 ans. Pourtant, seulement 6 mois après que Paul Hutsey ait pris les rênes, ils étaient dans le top 2%. Seulement 2 ans plus tard, ils ont raté la première place de quelques points de pourcentage. Aujourd'hui, Paul Hutsey est vice-président des ventes à Houston, au Texas, pour le territoire sud-ouest. Il est clairement un homme qui a maîtrisé le pouvoir d'une image maintenue dans l'esprit. Si vous parliez à Paul Hutsey aujourd'hui, il vous dirait rapidement qu'il ne permettra jamais aux résultats. Paul Hutsey est sans aucun doute l'un des meilleurs exemples que vous trouverez en ce qui concerne la construction d'une image dans l'esprit, puis son exécution. Il est devenu un étudiant sérieux de l'esprit, et je suis fier de le compter parmi mes bons amis. Comprenez cela, vous pourriez faire exactement ce que Paul Hutsey faisait toutes ces années. Alors, si vous le faites, décidez maintenant de faire ce que j'ai suggéré. Commencez là où vous êtes, construisez l'image de ce que vous voulez et agissez comme si vous l'aviez. Lorsque vous terminez ce chapitre, posez le livre et détendez-vous. Laissez l'énergie créative remplir votre conscience, puis façonnez-la en une image de vous-même dans un état de vie beaucoup plus abondant. Voyez-vous déjà en possession de ce que vous rêviez auparavant. Devenez profondément conscient de la vérité que tout votre être est non seulement rempli, mais aussi entouré de la substance originelle dont toutes les images sont faites. Alors, dans l'introduction de ce livre, et encore dans le premier chapitre, nous avons souligné qu'aucune quantité de lecture
ou de mémorisation ne vous rendra prospère dans la vie. C'est la compréhension et l'application de la pensée sage qui comptent. Compréhension et application sont les clés qui ouvriront la porte à une vie vraiment abondante. Il pourrait être tentant de passer d'une page ou d'une idée à l'autre en pensant « je sais cela, je sais cela ». Cependant, permettez-moi de vous rappeler que peu importe à quel point vous pouvez réciter ces concepts avec précision. En fait, vous pourriez même être capable de les réciter mot à mot. Pourtant, si vous ne voyez pas les résultats dans votre propre vie du bien